Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le programme STAR, un programme de mentoring entre les talents féminins dans l'entreprise et dans la tech. Et on va en parler avec Sophia Chedlivili, elle est directrice France de New Relic, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine. On va rester dans la tech, tiens d'ailleurs, avec Céline Corneau. Elle est directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. Une des entreprises Microsoft engagées dans cette communauté des entreprises qui s'engagent. Le cercle RH, et on parlera du sexisme, le sexisme ordinaire au travail. Comment il est vécu, comment il est perçu par les femmes sur leur lieu de travail. On en parlera avec des experts. On parlera de cette nouvelle loi qui renforce les sanctions et les outrages sexistes. On en parlera avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, les métiers du tourisme peinent à recruter les thalassothérapie notamment. On en parlera avec Marie Pérez Siscar, elle est présidente de France Thalasso. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on n'a jamais autant parlé de la place des femmes ou de la difficulté d'ailleurs de recruter des femmes dans la tech. C'est un vrai sujet, au-delà même d'ailleurs des enjeux de diversité, c'est un enjeu de performance aussi et peut-être même de transformation de notre société. On en parle avec Sophia Chedlivili. Bonjour Sophia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice France de New Relic. D'abord, on va parler de ce programme, évidemment, oui. Programme STAR. Mais New Relic, c'est quoi exactement, pour qu'on y voit clair? C'est une société américaine qui a été créée en 2008 et nous sommes dans l'environnement de l'observabilité. Donc, nous analysons et visualisons des systèmes d'information et les infrastructures des grandes entreprises et même aussi des startups qui nous utilisent pour mieux améliorer le parcours client digital et aussi pour éviter des failles des systèmes d'information. Ce programme, vous le portez, vous le développez à travers New Relic. Qu'est-ce que c'est que ce programme STAR? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce sujet, tant les écoles que les entreprises qui disent on a de grosses difficultés à recruter des talents dans la tech, des talents féminins. C'est vrai. Et c'est un vrai problème d'ailleurs. Donc nous avons créé chez New Relic ce programme, c'est un programme pilote pour justement retenir les femmes talents. Et donc STAR, ça veut dire Set to Augment Results. Donc on a pour vocation d'augmenter les résultats pour les femmes et aussi les préparer et accompagner pour prendre des postes haute responsabilité. Pardonnez-moi, mais vous, Sophia, vous faites partie aussi de ces talents, après tout, parce que vous faites partie des femmes, vous êtes dans une entreprise américaine de la tech, de systèmes d'information. Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, à votre manière, d'être aussi une femme inspirante ici, sur ce plateau? Oh, j'espère. Je fais ce que je peux et j'espère aussi de montrer l'exemple que c'est possible. J'ai fait un parcours d'ingénieur et j'ai travaillé dans des grandes sociétés de la tech, Microsoft, SAP, Amazon Web Services, et c'est un parcours très passionnant. Et j'espère que d'autres personnes, d'autres femmes vont aussi s'inspirer de ça. Expliquez-nous le contenu de ce programme, parce que c'est intéressant, on en parle beaucoup sur ce plateau avec Thibaut Guilhuy qui vient régulièrement, qui porte des programmes de mentorat. Ouais. C'est un programme de mentorat et de mentoring, c'est bien cela? Oui, de mentoring et aussi de coaching. C'est-à-dire que c'est un programme pilote, donc on a des talents en Europe et en Asie qui sont invités. Et c'est surtout des personnes qui n'ont pas vraiment un poste de management encore ou débutent dans le management pour les préparer et prendre la prochaine étape. Et on va les mettre dans des groupes avec un animateur de chaque groupe, avec des sujets très spécifiques. Et chaque mois, on fait des groupes de travail où on fait venir un expert dans le sujet spécifiquement choisi pour les éveiller. Exactement. Et au bout de... Donc, on va faire une réunion par mois. Ça a commencé, là, il y a quelques... Ça a déjà commencé. Ça a commencé, hein. Exactement. Et au bout de 6 mois, on va faire une évaluation de ce programme avec la RH aussi et une évaluation aussi de chaque membre et comment elles ont acquis des compétences au sein de ce programme. 2 questions. La question RH,
Parce qu'il y a quand même l'enjeu de la détection de ces femmes. Et puis ma double question, c'est qu'est-ce qu'elles recherchent lorsqu'elles ont accepté de rentrer dans ce programme STAR? Qu'est-ce qui leur manque? Quelles sont leurs difficultés? Mais d'abord, les RH, comment on fait pour détecter? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vos équipes, déployées un peu partout dans le monde, vont dire « cette femme, je pense qu'il faut lui donner un coup de pouce et l'accompagner ». De façon générale, on veut vraiment retenir les talents femmes. Et on sait aussi que les minorités dans les entreprises, ils ont besoin de plus d'attention et plus d'accompagnement. C'est important de montrer qu'on tient à ces talents. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est... On sait aussi par expérience et par des études qui montrent que les femmes qui font partie des mentoring et des groupes d'inclusion de mentoring sont majoritairement contentes. Donc, contente, excusez-moi, mais elle retrouve confiance parce qu'il y a quand même le plafond de verre. On entend chez les femmes, c'est pas pour moi, je serais pas capable de le faire. Enfin, il y a quand même ce discours-là qui ressort assez régulièrement, ou pas? Je dirais pas ça. Les femmes n'ont pas tendance à dire moi c'est pas pour moi, etc. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui freine? Je dirais que c'est plutôt aussi beaucoup d'entreprises qui bloquent. Ça vient d'en haut. Ouais. Ça c'est bien sûr. Mon avis personnel. Et les femmes ont envie de façon générale. Il faut leur tendre la main. Exactement. Il faut les accompagner, proposer et montrer aussi que l'entreprise valorise les femmes. Très concrètement, donc. Très concrètement. Parce que c'est concret, là, il y a un vrai programme. Exactement. Et ce programme, ça montre que l'entreprise est très sérieuse pour créer un environnement et maintenir cet environnement de diversité et inclusion. Avant de nous quitter, donc un bilan à 6 mois. Vous venez de commencer, premier trimestre 2023. 6 mois, ça sera presque la fin de l'année, ou septembre peut-être, en fonction des vacances. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous les reventilez, vous leur dites, je pense que tu es maintenant à même de pouvoir engager et de rentrer et d'avoir des fonctions de manager ou de manageuse? Ce programme, ce n'est pas une garantie d'avoir un poste de responsabilité. Il faut aussi que la personne se donne de soi-même et qui a envie et qui acquiert aussi des compétences. Mais c'est quand même une plateforme pour augmenter ces compétences des femmes. Et les retenir. Et les retenir. Et ça, aussi, oui. et ça c'est très important de les retenir, mais aussi pour, dans un deuxième temps, attirer d'autres talents féminins quand on recrute. Et créer de la marque employeur, donc en disant New Relic s'intéresse aux femmes et les accompagne. Oui, absolument, et on est très sérieux avec ça. Écoutez, merci de nous avoir rendu visite dans l'émission Smart Job. Merci à vous, Sophia Chedlivili. Vous êtes directrice France de New Relic, entreprise américaine qui s'intéresse aux femmes à travers ce programme STAR qui vient de démarrer. Merci. Vous n'allez pas être dépaysé dans la rubrique qui suit, puisque vous avez évoqué Microsoft. Vous êtes passé par Microsoft et on accueille justement parmi cette communauté des entreprises qui s'engagent, justement, une représentante de Microsoft. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire pour accueillir une entreprise qui appartient donc à cette communauté d'entreprises, de milliers d'entreprises engagées. On accueille Céline Corneau. Bonjour Céline. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. On va parler de l'entrepreneuriat pour tous. D'abord, expliquez-nous juste un mot sur votre engagement, parce que c'est une question traditionnelle que l'on pose à tous ceux qui appartiennent à la communauté. Microsoft, j'allais dire, peut voler de ses propres ailes. C'est une très grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes plugué, connecté à cette communauté ? Alors la mission de Microsoft, c'est vraiment de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Donc on se trouve au cœur d'un écosystème. Nos partenaires, nos clients, les associations, les acteurs publics qui avancent dans leur transformation digitale. Donc notre rôle, c'est vraiment de pouvoir appréhender leurs enjeux, leurs difficultés, parfois leurs défis, et contribuer à porter notre pierre à l'édifice pour faire avancer les sujets qui sont importants dans notre secteur, notamment ceux de l'inclusion numérique. La fameuse inclusion numérique. Alors il y a 1000 outils, les petits bus qui se déplacent pour aller dans les villages, on expérimente, on réinvente, et vous avez créé à vous la tech. Expliquez-nous la philosophie, parce que le grand sujet depuis quelques mois, c'est des invités qui nous disent il faut accélérer sur la tech, on n'a pas les salariés qui vont bien en face, ils ne sont pas formés, il faut les accompagner. Ça part de ce postulat, j'imagine. Tout à fait. À vous la tech, c'est une initiative qui a reçu le haut patronage du ministère du Travail. L'idée, c'est de pouvoir, aux côtés de Pôle emploi et donc des entreprises s'engagent, initier un
un élan fédérateur. Il y a beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, qui sont mobilisées sur ces sujets d'inclusion. On a tous conscience qu'il faut faire avancer les mentalités, mais aussi les pratiques. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'intention à l'action avec des actions qui sont relativement simples? À vous la tech, le premier pilier, c'est une plateforme numérique en ligne qui est gratuite et qui permet à une 60aine d'entreprises partenaires de cette opération de poster leurs offres d'emploi, du stage au CDI en passant par l'alternance sur les métiers du numérique. Et vous l'avez dit, pourquoi? Parce que c'est un secteur qui vit une pénurie. Près de 50 000 emplois qui sont non pourvus aujourd'hui. Céline, c'est intéressant parce que vous êtes en partenariat avec Pôle emploi, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous accélérez la rencontre entre le recruteur et le recruté. Tout à fait. Ce qui, de vous à moi, était la fonction initiale de Pôle emploi. C'est intéressant, ça. Alors, on le fait ensemble, en fait. Ce qu'on essaye de... Il vous envoie les candidats. C'est ça. Alors, on travaille avec Pôle emploi sur les candidats, mais aussi avec les associations qui œuvrent sur le champ de la diversité en France. Parce que dans une offre d'emploi, sur cette plateforme, il est important de donner des signaux qui vont encourager ces candidats-là à se sentir en confiance pour postuler, par exemple. Toutes les structures qui postent des offres d'emploi doivent présenter leur politique de diversité et inclusion. Qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre concrètement? Donc, c'est au-delà de l'offre d'emploi. Tout à fait. C'est l'ensemble de la stratégie de l'entreprise RSE, qualité de vie, c'est ça, hein? Exactement. Concrètement, la difficulté, c'est quoi? Parce que vous êtes au cœur de ce dispositif. Vous êtes une entreprise de la tech mondialement connue. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de recruter des emplois dans la tech? Pourquoi aujourd'hui les grandes entreprises ou les petites n'arrivent pas à recruter? Alors, il y a une pénurie, déjà 50 000 emplois qui sont non pourvus, selon les chiffres de la DARES, donc on manque de talents et on s'est privé de viviers de talents qui sont existants et aujourd'hui sous-employés. On a par exemple en France plus d'1 million de jeunes qui sont soit sans emploi, soit pas formés. On sait que les taux de chômage parmi les personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur à la moyenne. Donc, il est vraiment important de se dire que ces viviers de talents sont là, qu'on doit pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on travaille avec Pôle emploi, avec les associations pour le faire, parce que c'est leur rôle, et de pouvoir au mieux les accueillir dans nos entreprises, les faire monter en compétences aussi, puisque notre rôle, c'est de se dire on parie sur un talent, sur un potentiel, et on accompagne aussi tout au long du parcours du professionnel sa montée en compétences. On va parler de ce qui a eu lieu en mars dernier, ce petit tour de France de Microsoft, qui vraiment pour se connecter au territoire, mais l'aspect formation, on voit que c'est un enjeu, on voit d'abord qu'il manque de femmes, puis souvent que les gens n'ont pas été formés. Comment vous récupérez, comment vous rattrapez finalement cette difficulté de formation? Oui, tout à fait, donc c'est complémentaire. Il y a bien sûr nos universités, nos écoles qui forment ces nouveaux talents et on s'est dit qu'il était important de contribuer aussi à former des demandeurs d'emploi, des personnes qui a priori viennent d'un autre secteur ou ne sont pas nécessairement diplômés déjà dans le numérique. Et on a lancé en 2018 un programme qui s'appelle les écoles Microsoft avec nos partenaires de formation qui sont Simplon et Webforce 3 pour former à ces nouveaux métiers, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud ou encore des applications métiers, parce que nous avons cette expertise-là. Mais encore une fois, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des organismes de formation qui sont spécialisés dans la formation inclusive et au service de nos partenaires et de clients qui ont ces besoins de recrutement sur le marché. Pour vous, Microsoft, je le disais tout à l'heure, vous pouvez voler de vos propres ailes, pas besoin de se mettre dans un énorme réseau, aussi puissant soit-il. Il y a quoi aussi derrière cette idée, au-delà de vendre de la tech et des logiciels? C'est quoi? Montrer aussi que les grandes entreprises se mettent aussi au service de ceux qui sont parfois précaires, en difficulté. Ça dit ça aussi? Oui, c'est important en fait que l'élan il soit collectif. On l'initie, mais on ne l'initie pas tout seul. On l'initie avec cet écosystème parce que pour faire changer les mentalités, pour avoir des vrais changements sociétaux, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin. Il faut pouvoir partager des bonnes pratiques. Et vous le disiez, ces événements qu'on a organisés en région étaient là pour ça, pour réunir les entreprises, les associations et les acteurs publics pour ensemble se partager nos difficultés, nos échecs, mais aussi les solutions qu'on peut tous ensemble amplifier pour faire en sorte d'avoir plus de diversité dans nos métiers. Si on se résume, première chose, allez sur la plateforme Microsoft France qui permet d'avoir des annonces très détaillées. À vous la tech, exactement. À vous la tech, donc sur À vous la tech. Et puis les formations, comment ça se passe? On va chez vous, comment on accède? On va directement chez Simplon ou Webforce 3? Exactement. Donc nos deux partenaires de formation, Simplon et Webforce 3, vous avez sur leur site internet toutes les ouvertures d'écoles à venir, vous postulez et on espère que du coup vous pourrez rapidement nous rejoindre.
On l'espère. Merci Céline Corneau de nous avoir à vous. rendu visite, directrice de la philanthropie et responsable des écoles pour Microsoft France. À très très bientôt. Et vous êtes la bienvenue sur ce plateau, évidemment. On fait une courte pause. On parle du sexisme en entreprise. C'est un sexisme ordinaire, disent les femmes. On ne se rend pas forcément compte, les hommes en particulier. On va en parler parce que la loi a changé. Et puis des initiatives très concrètes sont prises justement pour lutter contre ce sexisme qui empoisonne la vie et parfois même l'ambiance d'un bureau ou d'un service. On fait le point avec nos invités, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job pour parler du sexisme et du sexisme ordinaire, c'est-à-dire ces espèces de petites phrases que l'on prononce sans trop se rendre compte et qui finalement vont empoisonner la vie de collaboratrices et qui ne vont pas trop savoir d'ailleurs quoi dire et comment se positionner. C'est un vrai sujet. Et puis on parlera de la loi parce que depuis le 31 mars dernier, c'est du sexisme et outrage, donc pénalement répréhensible. Ça veut dire que la loi, les gardes champêtres, les policiers municipaux peuvent intervenir très concrètement pour verbaliser. Et c'est du pénal. Donc ça, c'est très intéressant. C'est plus une petite amende de 4e catégorie. 3 invités, 3 femmes très engagées. Alors, pour vous le dire très clairement, elles se connaissent très très bien parce qu'elles sont engagées dans le même combat et dans la même association. Anne-Laure Thomas, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice diversité, équité, inclusion chez L'Oréal et cofondatrice de l'initiative, l'une des cofondatrices de l'initiative #Stop. On reviendra évidemment sur ce que vous lancez et votre combat, parce que c'est un vrai combat militant. Bonjour. Brigitte Grésy, bonjour. Brigitte Grésy, ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative #Stop, ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Vous avez une vue d'experte incontournable sur ce sujet. Et Morgane Requel est avec nous. Requel ou Requel ? Requel. Requel, oui, je l'ai bien dit tout de suite. Directrice associée diversité et inclusion EY France et cofondatrice de l'initiative #Stop. Je l'aurais donc dit 3 fois dans ce lancement, ce qui est déjà pas mal. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, il nous manque Anne-Sophie Béraud, d'accord, qui est également cofondatrice. Voilà. On voulait la saluer, en profiter. Absolument, que j'ai déjà interviewé et qui est très engagée sur ce sujet. D'ailleurs, Accor, avec tous ces hôtels dans le monde entier, a une action très concrète dans certains pays où la place des femmes, il faut le dire, n'est pas tout à fait la même que les femmes ici, dans certains pays d'Europe. D'abord, un mot, Brigitte Grésy, parce qu'on va définir ce qu'est le sexisme ordinaire, évidemment. Mais quand même, on a le sentiment que les actions que vous menez de militantes dans les entreprises, dans les tissus associatifs, portent leurs fruits, puisque la fameuse loi qui est sortie fait passer le délit de sexisme à outrage, et qu'on quitte la loi de l'amende de 4e catégorie pour du délit pénal. Ça veut quand même dire que la société entend les cris des femmes. Oui, alors ce sexisme ordinaire, on s'en est emparé vers les années 2008-2010 parce qu'il y avait plein de lois et ça ne marchait pas. Donc il y avait des résistances partout et on s'en est emparé d'abord dans le monde du travail. Et ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire dans les relations interpersonnelles entre les individus au travail d'une part et dans les process au travail, les fiches de poste, etc. Donc ce sexisme ordinaire, on l'a débusqué là, par toute une série d'enquêtes qui notamment trouvent leur point d'orgue avec ce baromètre. Et nous avons réussi dès 2017 à intégrer dans le Code du travail, puisque vous parlez droit, dans le Code du travail, ce qu'on appelle l'agissement sexiste, c'est vraiment le sexisme ordinaire, c'est-à-dire tous ces petits comportements, propos, actes qui, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, délégitiment, disqualifient, infériorise les femmes sur le marché du travail, et ça c'est très important, avec une double conséquence, c'est que c'est un facteur d'exclusion, et on pourra en reparler, parce qu'il y a des manifestations très claires de sexisme. Clairement. C'est un facteur d'exclusion dans le monde du travail, et c'est un facteur d'auto-exclusion, parce que les femmes se disent, de toute façon, je vais aller là, je vais en prendre plein la figure, je ne vais pas là. Mais juste un mot à vous trois d'ailleurs, vous menez un combat féministe ? C'est un combat pour la promotion. Non, mais il y a un vrai sujet sur le mot féminisme, donc c'est un combat féministe. Moi, je pense que c'est un combat féministe. Enfin, c'est vraiment... c'est un combat Morgane. féministe qui inclut évidemment les hommes. C'est un peu la sous-jacence de ma question. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est essentiel dans ce combat-là. En fait, l'objectif, c'est d'enrayer
le sexisme dans le contexte professionnel, dans l'univers professionnel. Mais toutes avaient vécu du sexisme, excusez-moi, parce que vous êtes militante, mais 8 femmes sur 10. on est d'accord, 80% des femmes confrontées au sexisme dans leur emploi via des attitudes ou des décisions à travers 65 000 réponses et 17 organisations. Absolument. Concrètement, vous l'avez vécu comment, vous? Le sexisme, Ouais. on le vit au quotidien à travers des remarques, à travers des blagues, à travers des comportements réducteurs. Moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années déjà, je m'en souviens très bien, et je n'avais pas su comment réagir. C'est ça le problème. Et Stop, c'est ce que ça permet de faire. Stop, c'est la réunion d'un collectif d'entreprises et d'organisations engagées, on est quasiment 200, pour partager les meilleures pratiques permettant d'enrayer le sexisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience de ce que c'est que le sexisme. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'on y est maintenant. Il y a une prise de conscience à la fois de ce que c'est et des formes que ça revêt. Et deux, c'est d'outiller celles et ceux, parce que des hommes le subissent aussi, qui le subissent pour savoir comment réagir face à ça. C'est tout ce qu'on fait. Anne-Laure, même question. Le parcours de femmes qui ont des postes de cadres supérieurs, de décideuses, ont traversé des moments qui sont difficiles. Vous aussi, vous avez eu à subir ce fameux sexisme ordinaire en ne sachant pas quoi répondre. Tout à fait, exactement. En fait, ça allait, pour répondre sur les formes que ça peut prendre, moi j'ai eu les blagues sur les blondes, se faire couper la parole en réunion plus fréquemment, en tous les cas qu'on le ferait pour un homme. C'est considéré comme du sexisme? Ah oui. Oui, non, mais je veux qu'on clarifie surtout quand aussi. ça se fait à répétition en plus. Donc c'est compliqué. Ou alors reformuler ce qu'on dit également. Et ça, quand on explique, et c'est souvent des comportements masculins, des hommes qui reprennent une idée d'une femme pour la réexpliquer comme si c'était pas clair. Et en fait, voilà, à répétition, moi j'en ai souffert, comme 8 femmes sur 10. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu créer ce collectif, cet acte d'engagement pour travailler sur le sexisme ordinaire en entreprise, sur le lieu de travail, dans les entreprises privées, publiques, les organisations, et aussi on l'élargit très très vite à l'enseignement supérieur. Sur ce collectif, on a 40 écoles, 40 universités qui nous retrouvent. Et les ministères, tout ça. Juste un micro-détail, mais il est de taille. Il y a eu Marlène Schiappa qui avait lancé cette loi sur les frotteurs dans le métro, sur ces sujets qui étaient quand même liés à ce rapport finalement un peu patriarcal des hommes sur les femmes. C'est quoi la différence entre le sexisme et le sexisme ordinaire? Alors, on va vous la poser 1000 fois, cette question. Non, pas forcément. Elle est importante. Alors, ce qui se passe après, mais je peux parler après toi, Steve. Non, je t'en prie. Ce qui se passe dans le métro, dans l'espace public, c'est autre chose. Oui, c'est l'entreprise. Notre initiative, nous, c'est juste l'entreprise. Mais effectivement, le mot sexisme a été introduit dans le Code du travail et il a été introduit il y a 2-3 ans pour définir le harcèlement sexuel pour des faits de connotation sexiste, et il a été introduit dans l'outrage sexiste qui maintenant est devenu un délit. Donc le sexisme, il est maintenant bien épinglé. Ce sont des actes prohibés. C'est pas la main aux fesses. Enfin, la main aux fesses, c'est pire que c'est pas du sexisme. Là, c'est carrément de l'agression sexuelle. Absolument. Mais donc, pardonnez-moi, on peut accumuler des actes sexistes reconnus, validés par un manager lors d'une procédure juridique où on dit il n'y a pas eu d'agression physique au sens propre du mot, mais l'accumulation des propos sexistes fait que on peut considérer ça comme du harcèlement. Est-ce que vous voyez, parce que c'est un débat aussi juridique qui est posé dans l'entreprise. L'agissement sexiste, c'est différent du harcèlement sexuel et du harcèlement moral. Il faut un faisceau d'indices. Alors, au niveau du droit, il n'y a quasiment pas de contentieux au niveau de l'agissement sexiste, parce qu'il est assez difficile à définir. J'y arrive. Mais nous avons des référents harcèlement, agissement sexiste et harcèlement moral maintenant dans les entreprises, et qui peuvent justement créer des cellules d'écoute, etc. Oui. Vous vouliez intervenir, parce que la difficulté, vous l'avez tout dit, c'est... j'ai été confronté, moi je me suis retrouvé un peu bouche bée, et puis finalement c'est mon supérieur hiérarchique, donc je me tais un petit peu aussi au passage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous regardent? Stop, ça veut dire stop, on le dit verbalement? Oui, on le dit verbalement. Comment on fait? Alors, d'abord, revenir sur pourquoi on traite la question du sexisme dit ordinaire. Parce que certains diront c'est anodin, ce sont des blagues. C'est exactement ça. Finalement, ce n'est pas si grave. C'est ça. La raison pour laquelle on travaille sur le sujet, c'est parce que c'est le terreau favorable à des agissements plus graves. En fait, c'est une pyramide de la violence. Donc, ça commence par des propos, pas très sympathiques. C'est la première marche. Exactement. C'est la première marche vers des agissements très graves et qui, s'ils ne sont pas stoppés, en fait, permettent aux uns et aux autres d'avoir des comportements déviants et d'en arriver à du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. C'est la raison pour laquelle on traite de ce sujet.
Oui, juste pour compléter ce que tu dis, Morgane, également, on a fait un premier baromètre il y a Oui. 2 ans sur le sexisme, on en refait un second là, et les chiffres d'il y a 2 ans, avec 65 000 répondants en entreprise, 9 femmes sur 10 ont perdu confiance en elles du fait du sexisme ordinaire. D'où l'importance vraiment de travailler sur le sujet en entreprise. Et ce qu'on s'est dit, et ce qui est important, avec donc Anne-Sophie Béraud, dont on parlait tout à l'heure, Morgane et moi, et on avait besoin de l'accompagnement de Brigitte en tant qu'experte, c'était travaillons ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, et concrètement, outillons les entreprises, parce qu'il faut d'abord prendre conscience du sexisme ordinaire, savoir ce que c'est. Et pour savoir ce que c'est et en prendre conscience, il faut en parler, il faut communiquer dans nos entreprises, dans nos Afficher. organisations. Tolérance zéro. Exactement. Juste un mot quand même, dans la relation, on voit que des femmes, grâce à certaines lois de quotas, elles ont pu être contestées, mais permettent d'accéder au COMEX, au conseil d'administration, et prennent leur place. Il y a encore du patriarcat dans l'entreprise, parce qu'il faut rappeler que dans le sexisme ordinaire, il y a aussi un rapport de hiérarchie, très souvent, entre l'homme et la femme, qui donne l'autorisation à l'homme d'utiliser ces mots. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui. Il y a de ça quand même, hein. Vas-y, après. Vous êtes très polis entre vous, hein. pense- Vous distribuez poliment la parole. Allez-y, Morgane. Alors, je pense que il peut parfois être naturel de coopter des personnes qui nous ressemblent. Si on Oui. revient à la question des stéréotypes de genre, par exemple, l'idée, c'est de donner, pour des personnes qui ont des caractéristiques communes, des attributs communs. Et ça marche aussi d'homme à homme. Donc, quand effectivement, dans une pyramide, dans une hiérarchie, les hommes sont en haut de la pyramide, on peut comprendre que naturellement, ils cooptent des personnes dont ils se disent qu'ils leur ressemblent. Donc, le travail aussi sur la question du sexisme, c'est travailler sur ces questions de stéréotypes, hein, et puis pour faire en sorte que finalement on puisse faire la courte échelle à quelqu'un qui ne nous ressemble pas. 93% des Français considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une sphère de la société, qui vient en fait reboucler ce que l'on se dit. Vous avez dit oui de la tête sur la notion de patriarcat et finalement de puissance hiérarchique. Le sexisme a 2 définitions. C'est d'abord une idéologie qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, c'est-à-dire le sexe masculin, et qui voit un monde en quelque sorte binaire, avec un coefficient négatif du côté du pôle féminin. Donc du coup, cette catégorisation dont tu parles, Morgane, fait que on arrive à des généralisations mensongères, C'est ça. et qu'on plaque sur les individus des rôles. Et ça joue dans les relations interpersonnelles, parce qu'on est tombé dans la marmite de stéréotypes quand on était tout petit, évidemment. Tout à fait. Et ça joue. C'est culturel, c'est en nous. Il y a un sexisme institutionnel. C'est pas seulement un sexisme interpersonnel. Il y a un sexisme institutionnel. Donc il faut déconstruire dans Il l'entreprise. faut absolument analyser tous les rouages, tous les ressorts. Alors, comment on déconstruit, excusez-moi, mais comment vous dites à un directeur, à un patron de business unit dans un grand groupe, qui le convoque, qui lui parle, quels mots on met pour dire à un homme qui est puissant dans une entreprise, écoute, je pense que là, tu dépasses les limites. C'est parfois objectivement très difficile. Tout à fait. C'est parfois objectivement très difficile de le dire à un homme et aussi à une femme, hein, parce qu'on peut aussi en avoir... Non, c'est important de se le dire, donc c'est important d'en prendre conscience et de le dire. Et justement, pour le dire, tout à l'heure, on parlait d'afficher la tolérance zéro. Oui. Toutes ces phrases sexistes, ces comportements, on se partage nos éléments de communication et nos travaux, et donc on les affiche. D'où votre association, l'initiative. Exactement. Toutes ces phrases sexistes, on les affiche. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi, elle est encore enceinte, elle les enchaîne, toutes ces phrases. Ça ressemble un peu, vous savez, à ce qu'on voit dans Paris, avec les petites lettres d'associations très féministes et radicales qui collent des phrases pour comme ça nous interpeller. Ça ressemble un peu à ça. C'est ça, mais ce qui est essentiel, donc, c'est d'en prendre conscience, parce qu'une fois que c'est affiché et qu'on met stop, finalement, la personne qui le dit peut aussi se rendre compte que là, vraiment, elle ne peut plus prononcer ces mots, et le rôle de témoin est essentiel. C'est-à-dire que lors d'une réunion, si on entend des propos sexistes, s'il y a des comportements sexistes, On intervient directement en tant que témoin, on peut intervenir et le faire remarquer. On peut le faire remarquer tout à fait poliment, correctement, mais la personne à qui on va le faire remarquer, déjà, va en prendre conscience, peut s'excuser, ce qui serait ce qu'on demanderait à minima, et puis ne le refera plus. Il faut un CERFA, il faut quoi? Il faut un document, parce que le DRH, il a besoin quand même, à un moment donné, d'avoir quand même l'oreille. Il est connecté. Aujourd'hui, dans les entreprises, majoritairement, et c'est pour ça que cette initiative est essentielle, c'est le déni. C'est-à-dire qu'il est beaucoup Clairement. plus dangereux pour une femme de dénoncer ce qui se passe que de le garder pour elle-même. Ouais. Donc le déni est prioritaire. On intériorise, quoi. Ou l'euphémisation, non mais il a dit ça, c'est pour mon bien, etc. Mais la prise de parole est très difficile et on n'apprend pas. C'est-à-dire que si on dit tu as dit ça,
on monte dans une spirale d'agressivité avec des effets boomerang. D'hystérisation, parce que c'est le mot qui est parfois utilisé. Oui, enfin, de toute façon, il y a un risque. Donc, c'est pour ça que cette initiative-là, elle est formidable, parce qu'elle permet de mettre des mots sur les choses ressenties, donc de formaliser des choses, de les calmer d'une certaine façon, pour pouvoir ensuite avoir une parole claire, peut-être sans agressivité, Ça, c'est un sujet aussi, par ailleurs. mais ne pas laisser passer. Et Enfin, pour ça demande un gros effort quand même pour la personne qui reçoit les mais propos c'est énorme. sexistes de Vous ne savez pas qu'il y a de la- monter dans les tours, pour le dire simplement. Absolument. Et on a des études sur la souffrance au travail liée au sexisme. Et avoir la petite goutte d'eau qui tombe sans arrêt C'est au même exactement endroit, ça. c'est quelquefois plus dur qu'un bon coup. Juste un mot d'actualité, parce que c'est intéressant, on est aussi une émission dans l'actualité. Il y a eu la Fédération française de football qui, sur des attestations concrètes à l'intérieur, ont pu montrer des propos sexistes. Vous avez suivi cette affaire, partout. qui est une grande entreprise, la FFF. Concrètement, la peur du gendarme, comment on l'agite? Parce qu'il y a les mots, il y a la personne qui dit stop en réunion, très bien, il y a l'association qui milite. Il y a à un moment donné la DRH qui dit écoute, je vais te mettre à pied en fait. Ben oui. Non mais est-ce que ça va jusque-là? Mais- Allez-y. Oui, tout à fait, ça peut aller jusque-là. Vous avez un temps de parole équitable, hein, on calcule ça au millimètre près. Non, ce que je voulais revenir sur quelque chose quand on disait comment on peut montrer aussi qu'il y a du sexisme. Il y a les mesures qui sont essentielles. On n'a pas parlé de la mesure du sexisme et c'est vraiment un sujet qui me semble essentiel. On l'a mesuré il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on peut vous dire que 8 femmes sur 10 au travail ressent du sexisme ordinaire en entreprise. Et on refait cette mesure pour nos entreprises, pour le collectif Stop, pour mesurer les entreprises qui s'engagent dans une telle démarche. Est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Et avec un échantillon national de 1000 personnes. Et là, on a fait la 2e saison de ce baromètre. On a eu déjà 66 000 répondants une semaine avant la fin du baromètre. C'est un Ça gros vient juste de s'arrêter. Donc, on n'a pas les données encore à vous partager. Consolidé, ouais. Mais ce qui est essentiel, ça va nous permettre de voir si le travail engagé depuis 2 ans a porté ou pas ses fruits, de voir où est-ce qu'on doit concentrer aussi nos efforts, où est-ce qu'on doit continuer, et puis montrer les données. Enfin, quand il y a des mesures, personne ne peut nier le sexisme et ses impacts. Un mot sur les salaires et un mot quand même sur l'organisation. 199 entreprises, organisations qui sont donc signataires de Stop, on est bien d'accord. Oui. Ça leur permet, elles signent une charte de bonne conduite, elles s'engagent à faire, j'imagine, elles ont un kit de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'elles doivent Oui, faire, absolument. ces entreprises? On a commencé par travailler sur des bonnes pratiques. On était au démarrage 30 entreprises et nous sommes dit, mettons en avant, en partage nos bonnes pratiques. Et puis on s'est dit, des bonnes pratiques sans engagement, c'est un peu dommage. Donc faisons en sorte que les entreprises qui rejoignent l'initiative signent un acte d'engagement en 8 actions et elles s'engagent à mener très concrète, à mener au moins une des actions pendant l'année. Et on a des chiffres parce qu'on collecte chaque année le bilan de l'ensemble des actions réalisées et 9 entreprises sur 10 signataires ont déjà mis en place des éléments de l'information, de la communication, de la sensibilisation sur la partie prise de conscience. Ce qui est fondamental parce que c'est Je suis d'accord. Parce que ça, c'est le sujet. On le met sous le tapis, le sexisme ordinaire. Absolument. Hop, on le glisse sous le tapis. Voilà. Et les entreprises signataires et les écoles signataires, les administrations signataires ont décidé de ne pas mettre sous le tapis ce sujet et donc de commencer par informer sur ce que c'était. Et vous parliez tout à l'heure de la manière dont on peut sanctionner, travailler sur la manière d'enrayer le sujet. L'accès concret. En fait, il y a une manière très simple. Ça prend du temps, mais la pression du collectif est essentielle. Oui. C'est-à-dire que quand on affiche la tolérance zéro, quand les uns et les autres savent ce que c'est, à la fin, lorsqu'en réunion, un témoin intervient en disant « écoute, ta blague, garde-la pour chez toi, on est dans un collectif de travail, on a un code de conduite », la personne ne recommencera pas 2 fois et tout autour de la table, les uns et les autres ont entendu. Et je pense que cette pression, que je juge moi très positive du collectif, Oui, c'est pas que la loi, aide à c'est le enrayer, collectif. aide à enrayer ce Brigitte Grézy, un dernier Mais il y mot a aussi des conclusif. sanctions. Mais oui, parce que Voilà. Il peut y avoir une sanction administrative. parfois le collectif, il ne suit pas. Hein. Du blâme jusqu'au licenciement, et puis il peut y avoir des sanctions pénales si ça passe au... Et au DRH aussi de s'emparer très concrètement Ah oui, de ce tout sujet, à fait. de le mettre, En fait, de le verbaliser. On les tient en étau, quoi, par la pression Oui. collective et puis par Le groupe, la mais sanction. aussi quand même la peur du gendarme. Et, évidemment, est essentiel. je crois. Merci mesdames pour ce débat passionnant. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Donc stop, hashtag stop. Allez donc sur ce site pour voir les actions menées. C'est sous le haut patronage, si je ne m'abuse, du ministère en charge de l'égalité. D'Isabelle Rome. Rome, entre les femmes et les hommes. Merci à vous, mesdames. Merci. Juste un tout petit mot, pardon. Bien parce qu'il y a sûr, pas de le titre, temps de c'est pour- parole. Mais bien Pardon, entendu. c'est pas ça. C'est que le collectif Stop a pris tellement d'ampleur que nous ne pouvions continuer seuls à le piloter, à le gérer. Donc Stop au sexisme ordinaire est porté aujourd'hui par l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. Et toutes les informations se trouvent sur le site de l'AFMD. La FMD, je crois qu'on est complet.
Là, c'est bien. Merci Brigitte Merci Brézy, beaucoup. experte des questions d'égalité, cofondatrice de l'initiative. Merci Anne-Laure Thomas, vous êtes chez L'Oréal et cofondatrice, on l'aura compris, de l'initiative #Stop. Et merci à Morgane Rekel, vous êtes chez EY France et cofondatrice de l'initiative #Stop. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi comme chaque jour. Et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement aujourd'hui avec cette formulation très philosophique, plier pour mieux recruter, et on en parle avec Clémence Meyer. Bonjour Clémence, vous nous parlez cette fois-ci de vos bureaux qui se trouvent à Annecy, là où vous avez installé Solinsky, votre entreprise. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez intéressant que vous constatez, qui est l'idée de, à travers un baromètre d'ailleurs, il y a quand même les offres d'emploi évoluent à l'avantage des candidats. C'est-à-dire, en un mot, les candidats, pour le dire simplement, je ne sais pas si ça va durer, mais ils ont pris la main en tout cas. Et oui, exactement, tout à fait. On a vu ça. On a en effet analysé plus de 4000 offres entre 2022 et 2023, et de façon à pouvoir vraiment évaluer de manière très concrète ces évolutions contractuelles aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que, alors attention sur les fonctions pénuriques, mais de façon à attirer les candidats, les entreprises aujourd'hui sont prêtes à vraiment faire évoluer leur contrat sur la suppression de certaines clauses, notamment pour donner plus de flexibilité et se rendre plus attractifs auprès de leurs talents. Clémence, un des éléments qui est très intéressant, c'est la suppression de la période d'essai. Parce que souvent, le salarié se dit, bon, en général, j'ai une période d'essai, souvent doublée, prolongée, qui fait que 6 mois, pendant 6 mois, l'entreprise vous teste. C'est quoi l'intérêt là, de supprimer la période d'essai? On la voit pour le candidat, mais c'est quoi pour l'entreprise l'intérêt? C'est justement de pouvoir, alors nous en effet on nous le demande souvent en tant que cabinet de recrutement, d'attirer des talents pénuriques et du coup de faire ce qu'on appelle de la chasse. Et pour ça, quand on va aller chercher quelqu'un qui est en poste, le fait de ne pas avoir de période d'essai va à la fois montrer de la confiance déjà, en premier lieu, et ensuite rassurer le candidat. Alors on recrute aussi des candidats qui peuvent être par exemple sur Paris pour les amener en province ou vice-versa. Et quand on supprime une période d'essai, on a tout de suite accès au logement, accès à des crédits, etc. Donc aussi être rassuré de ce point de vue-là. Donc ce qui veut bien dire effectivement que le candidat a pris la main. L'entreprise effectivement est un peu piégée, elle a besoin de ce collaborateur et elle doit lui donner quelques éléments pour le rassurer. Le télétravail, là aussi dans votre étude, c'est assez intéressant parce que là aussi on voit qu'il y a une sorte de deal. C'est-à-dire que les entreprises qui ne peuvent pas offrir télétravail, elles sont obligées de compenser. Ce serait bien ça l'idée ? Exactement, en effet. Alors, le télétravail, clairement, et vous le savez, et ça, on l'a vu aussi au travers de notre étude, de plus en plus proposé par les employeurs. Cependant, pas sur tous les postes. Il faut savoir que sur des postes, par exemple, de technicien de maintenance, sur des lignes de production, le télétravail est un petit peu compliqué dans ces conditions-là. Mais en contrepartie, du coup, ce qu'on va retrouver, justement, c'est d'autres propositions, par exemple, de mettre en place plus de souplesse, l'aménagement du temps de travail, par exemple, sur une journée, enfin une semaine de 4 jours, une semaine de 4 jours, ou encore par exemple sur tout ce qui va être lever les clauses d'exclusivité, par exemple. Une dernière question avant de nous quitter, en un mot, parce que ça aussi c'est l'évolution du future of work, comme on le dit comme ça pompeusement. Vous y voyez aussi quand même la volonté de faire évoluer la flexibilité des salariés à travers cette tension entre candidats et entreprises? Oui, exactement, complètement. Nous, on le perçoit tous les jours sur les offres sur lesquelles on travaille. Clairement, aujourd'hui, si on ne fait pas évoluer les contrats, alors encore une fois sur les fonctions pénuriques, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas une fonction pénurique? Si on ne fait pas évoluer la typologie du contrat à proprement parler, le CDI tel qu'on l'entend, vers plus de flexibilité, il va être de plus en plus difficile de recruter sur ces postes-là. Merci Clémence Meyer de nous avoir rendu visite, ce baromètre Solinsky à travers ce panel de 4000 entreprises qui est une... J'ai dit une bêtise, Solinsky, mais voilà, je voyais réagir évidemment. Solinsky, avec le baromètre Solinsky, 4000 entreprises, qui permet d'avoir une photographie aussi de l'évolution du monde du travail. Merci de nous avoir rendu visite Clémence de cette belle ville d'Annecy, je vous dis à très très bientôt.
Merci Arnaud, bonne journée. Au revoir. Merci, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Merci à vous tous, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour la préparer. Merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat évidemment et à Marie pour l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt et à demain. Bye bye.